Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bonjour Charlotte, je suis très heureuse de t'accueillir dans le podcast Au cœur des possibles pour la deuxième interview. Et on va aborder ensemble aujourd'hui un sujet qui est la reconnexion à notre énergie féminine et puis voilà les sujets qu'on trouvera juste d'aborder en lien avec ça. On s'est justement rencontrés en vrai à une retraite ensemble que tu as donnée sur la matrice utérine et je crois que c'est une retraite que tu donnes régulièrement maintenant chaque année. Et je te suivais depuis plusieurs années, donc j'ai été ravie de te rencontrer il y a déjà 1 an et demi à cette retraite et ça a été pour moi sur un long chemin de guérison du féminin, un grand moment. Et je continue de pratiquer certaines choses que tu nous as transmises pendant cette retraite. Donc, ça a été évident pour moi de t'inviter dans ce podcast pour parler de ce sujet, en fait, et avoir aussi ton approche qui, à mes yeux, est aussi un enseignement un peu différent de ce qu'on peut entendre, voir, écouter sur ce sujet-là. Donc, je suis très heureuse que tu sois là pour nous partager qui tu es, ton parcours en lien avec ça et ce que tu as envie de partager aussi par rapport à ce sujet. Voilà. Eh ben merci beaucoup Anaïs, je suis trop contente également, merci pour cette introduction, c'est trop génial d'être ici. Trop bien. Donc pour te présenter en quelques mots, moi le mot qui me vient c'est que tu es une guide, une enseignante un peu spirituelle, mais en même temps ce que tu transmets c'est aussi très concret et très dans la matière, tu es quelqu'un de très ancré. Donc voilà, je dirais que tu es une guide pour amener chacun vers l'éveil des consciences. Aussi, je trouve il y a beaucoup la notion de moment présent, de présence à soi dans les enseignements que tu transmets et de libération de ces personnages aussi. C'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Et tu transmets ça notamment à travers des immersions et aussi beaucoup depuis 2 ans, je crois, à travers ta chaîne YouTube et une plateforme aussi que tu viens de lancer pour que les personnes puissent recevoir les enseignements aussi en ligne sans forcément avoir besoin de venir te rejoindre pour plusieurs jours, etc. Donc, il y a vraiment différents formats maintenant pour recevoir tes enseignements. Et je te remercie aussi pour ça, aussi de ton engagement, de tout ce que tu proposes parce que voilà, je trouve que tu fais partie des gens qui sont vraiment engagés. Tu es là, tu es présente avec une grande palette de propositions de retraite, tellement d'enseignements disponibles sur la chaîne YouTube, maintenant la plateforme, un lieu aussi qui arrive, je crois, je ne sais pas dans combien de temps, mais tu prépares un lieu d'accueil pour les personnes qui le souhaiteront et pour recevoir des enseignements aussi. Donc voilà, c'est en quelques mots comment moi je peux te présenter. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Merci beaucoup Anaïs. Non, c'est très agréable que quelqu'un nous présente. Ça change de d'habitude du monologue très inconfortable du début. Et oui, je dirais juste que oui, tout ce qui est transmis, c'est vraiment important en introduction de cet échange de rappeler que il n'y a pas de vérité, ça nous appartient pas et c'est vraiment le reflet, comme tu dis, d'une incarnation, d'une expérience, de multiples expériences avant tout qui se sont produites dans la vie, dans la matière. Et voilà, et comment à travers ce que la vie nous présente, moi aujourd'hui je vois la vie comme mon guide, et comment cette vie m'enseigne et comment je transmets ça en toute humilité, sans chercher à laisser à penser que c'est un enseignement universel au passage. Vraiment, j'insiste.
Oui, merci Voilà. de ce partage parce que je le dis aussi souvent à chaque fois que je prends la parole, tu vois, en vidéo ou au micro, que il n'y a pas de vérité, que les personnes prennent ce qui est juste pour elles, ce qui résonne pour elles, et que chaque personne a comme la responsabilité de garder un esprit critique et une forme de souveraineté. Et tu le dis aussi beaucoup, et je crois que c'est vraiment important pour pas que les gens remettent leur pouvoir, en fait. Nous, Complètement. l'enseignement qu'on transmet, c'est vraiment exactement l'inverse. C'est retrouver sa souveraineté et voilà, recevoir ce qui est juste pour soi, et ce qui n'est pas juste, avoir la souveraineté justement de le laisser en dehors de soi. Donc C'est merci aussi de clair. cette précision. Superbe. Et ben pour aller dans le vif du sujet rapidement, est-ce que toi tu veux peut-être nous partager ton parcours en lien avec la reconnexion à ta polarité féminine? Donc je peux préciser pour les personnes qui nous écoutent, cette polarité, c'est une énergie qui est en chacun de nous, hein, qu'on soit homme ou femme. C'est une polarité énergétique en fait, si on s'inspire notamment de la médecine chinoise ou des différentes médecines ancestrales. Donc il n'y a pas besoin d'être une femme pour se connecter à sa polarité féminine. Est-ce que tu veux voilà, nous partager ton chemin de reconnexion à ta polarité féminine? Eh ben, allons-y Anaïs, carrément avec plaisir, surtout que c'est vrai que c'est un parcours, qui a été, rocambolesque. Alors je dis rocambolesque parce que, c'est vrai qu'il y a eu un vrai truc. Je veux dire, il y a plein de gens qui naissent, avec une certaine forme d'équilibre déjà dans ces polarités, en tout cas au niveau anatomique ou au niveau biologique. Moi, c'est vrai que je suis arrivée sur Terre avec un certain déséquilibre déjà hormonal. Donc je me suis incarnée, oui, dans un corps de femme, hein, jusqu'à preuve du contraire. Mais j'avais la biologie et tu vois, au niveau hormonal, c'était vraiment les hormones et la biologie d'un homme. Donc OK. c'était vraiment très particulier. Je suis née, même, dès la naissance, hein, avec une très, très, très grande pilosité. Et puis, c'est vrai que quand je regarde encore les photos, de moi petite, on aurait dit un petit garçon, en fait, un garçon manqué complètement. Même à la maternité, ma mère, elle me disait: «Oui, non, mais tout le monde te prenait pour un petit garçon». Moi, je le vivais mal. Bah, oui, oui, c'est vrai qu'il y avait quand même, il y avait de quoi se tromper. Mais bon, un bébé, de toute façon, c'est jamais trop évident. Et puis, en fait, ce qui s'est produit, c'est que tout ça, à l'échelle du bébé, bon, c'est pas très grave, hein, mais arrivé l'adolescence, il y a eu quelques petites problématiques à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que j'ai eu des dérèglements, qui ont duré un petit bout de temps, hein, j'avais pas de menstruation, toutes mes copines avaient déjà leur menstruation, moi c'était jamais arrivé. Et puis j'avais cette pilosité qui était mais incroyable. Et puis je me sentais, je sentais qu'il y avait un déséquilibre à l'intérieur de moi qui se traduisait aussi beaucoup par un déséquilibre alimentaire et par un immense surpoids en fait. Donc j'ai vécu une partie de ma vie, en étant, pas du tout, dans un corps de femme en fait. J'arrivais pas à me reconnaître dans l'identité de la femme, même d'ailleurs à travers mes cheveux, hein. Mes cheveux poussaient pas, j'avais pas de poitrine, j'avais pas de hanches, enfin vraiment c'était, ouais, il y avait vraiment un truc, chelou en fait. Et puis c'est vers l'âge de l'adolescence quand on se pose la question, de pilule, pas pilule. Moi, je suis née dans un terreau, très matière, donc évidemment, on va voir la gynéco nous ausculte et puis la gynéco nous dit: «Bon, bah, maintenant, il faut prendre la pilule». Et puis j'ai fait des tentatives et ça n'a jamais fonctionné. J'avais tous les effets secondaires, j'étais très mal. Et donc, au bout d'un moment, la gynéco s'est remise en question et m'a dit: «Beh, vous avez peut-être un souci autre, on va aller à l'hôpital vous faire des tests». Et c'est comme ça que je me suis retrouvée, je crois, je devais avoir 15-16 ans, hein, à cet âge-là environ. Je me suis retrouvée à l'hosto, perfusée une journée complète pour qu'ils testent, en fait, les hormones, LH et toutes les hormones, féminines, en fait, Mmh mh. oestrogènes et cetera. Et puis c'est là où ils se sont rendus compte que j'avais la biologie d'un homme en fait et que j'avais énormément de testostérone et puis quasiment pas d'ostrogène en fait. Donc j'avais un dérèglement qui était quand même assez particulier, qui les a laissés un peu penauds d'ailleurs, je me rappelle à l'époque, c'est-à-dire en gros on te dit bon bah la seule solution c'est de prendre des hormones de synthèse quoi. Donc tu te dis bon d'accord ok c'est pas super logique hein, mais allons-y. Et puis, bah, tu suis un parcours comme ça médicamenteux, mais moi, j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment une chance, j'ai eu la chance de ne supporter aucun médicament. Donc c'est vrai que j'ai essayé de prendre les médicaments parce que c'était la seule solution en apparence qui s'offrait à moi à l'époque. Et puis en fait, je ne digérais pas les médicaments, j'avais plein d'effets secondaires, je vomissais, je faisais des malaises, enfin vraiment, c'était beaucoup trop fort pour moi. Donc il y avait vraiment un rejet en plus très fort. Et du coup, tout ce cheminement m'a amené à ouvrir d'autres portes, hein, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, on cherche des réponses, on est comme tout le monde, hein.
Et ça m'a amené, ça m'a amené quelques années plus tard parce que j'ai comme mis ça en veille, en fait. Je me suis dit: «Bon, bah, si c'est comme ça, hein, la pilule, j'oublie, ça j'oublie et puis je fais mon petit bout de chemin, ce que je me débrouille, quoi, voilà». Et puis, j'ai mis ça en veille le temps d'un temps et puis ce truc en veille s'est réveillé un jour, en fait. Et ce jour-là, c'était quand, j'étais partie en voyage. Et en fait, c'est vrai que c'est une thématique, que j'avais vraiment délaissée. Moi, le féminin, il me faisait peur, il était angoissant, c'était presque sale de se sentir être une femme. Enfin, c'était vraiment bizarre que la relation que j'entretenais avec ce féminin. Je jouais en plus à l'homme, hein, donc c'est-à-dire, j'étais complètement, vu qu'on m'avait beaucoup répété que je ressemblais à un homme et cetera, je m'étais identifiée à ça. Donc je m'étais identifiée à cette part du masculin à l'intérieur de moi, un vocabulaire particulièrement masculin, une posture masculine, une façon de s'habiller aussi, tout sauf féminine, et puis ses cheveux toujours courts. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le truc, tu t'identifies complètement à ça. Et puis un jour en Thaïlande, hein, c'est en Thaïlande que ça s'est produit, je m'intéressais au yoga, je me suis fait former au yoga pas en Thaïlande, mais en Inde. Et puis après, je suis allée en Thaïlande. Et puis il y avait une formation de yoga thérapeutique pour aller un peu plus loin, ça m'intéressait. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte, enfin si, je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée là-bas, que j'arrivais en fait sur un endroit, cette formation avait lieu dans un endroit qui était un espace ouvert, qui travaillait principalement sur la thématique du masculin et du féminin. Et là, je me suis dit non, non, c'est pas possible. Moi, je viens pour du yoga thérapeutique, je ne viens pas pour le féminin ni le masculin. Et en fait, ça m'a pété à la gueule. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pas pu fuir parce que même les enseignants qui transmettaient le yoga thérapeutique, toute la base de leur yoga était vraiment basée beaucoup sur le bassin et le petit bassin et toute la symphyse pubienne, toute la région pelvienne, parce que j'explique même pas le rapport que j'entretenais à ce niveau-là, hein. J'étais complètement bloquée, en fait. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un bassin. J'avais aucune conscience du mouvement du bassin, du plancher pelvien. C'était une zone sale à proscrire, absolument pas envisager de regarder, quoi. Et puis je me suis retrouvée à plonger malencontreusement, hein. J'ai hésité d'ailleurs parce que je me suis dit non, bah, si c'est comme ça, je viens pas. Et puis la curiosité aidant, et puis le côté un petit peu, j'avoue, le côté très curieux aidant, très clairement, je me suis dit bon, maintenant j'y vais, en fait. Et puis c'est là où j'ai commencé à rencontrer des personnes qui m'ont parlé un peu de tout ça, qui m'ont éveillé aussi à tout cet espace au niveau purement anatomique, hein, pour commencer, parce que je n'avais aucune connaissance de cet espace et aucune connaissance de mon anatomie en tant que femme, qui renvoie non pas juste au corps de femme et à la femme, mais qui renvoie aussi de manière sous-jacente au principe féminin. Et j'avais l'impression d'être dans un corps de femme que je ne connaissais pas, avec une énergie masculine permanente. Et d'être tout le temps dans une forme d'incongruence, en fait, entre ce que j'étais anatomiquement et ce que je vibrais énergétiquement. Et en fait, à travers une descente anatomique, j'ai rencontré ce principe féminin, qui était bien caché, clairement. Et puis ça a été très dur, en fait, parce que c'était quelque chose qui me faisait peur, tout simplement. Et donc à travers plusieurs pratiques, à travers aussi un suivi comme ça, quand j'étais là-bas, ça m'a invitée justement à aller traverser certaines mémoires, on va dire. J'ai beaucoup pleuré, hein. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées à travers moi à ce moment-là, et puis je ne comprenais pas, en fait, à l'époque, ce qui se produisait. Et à l'époque, je voulais tout comprendre, tout saisir, tout analyser. Donc c'est vrai que ça a été aussi un cheminement particulier. Et puis chemin faisant, ce qui s'est produit, c'est sans même que je me rende compte, c'est ça qui est perturbant dans cette histoire, c'est que je ne me suis pas rendu compte de ce qui se produisait. Mais ce qui s'est produit, c'est que tout naturellement, j'ai comme refermé cette porte quand je suis partie de Thaïlande. Je me suis dit bon, c'était bien et tout. Bon, ok, je ne pose plus mon regard là-dessus. J'ai continué ma petite vie, ni vu ni connu, je t'embrouille. Si on m'avait dit un jour que j'animerais une retraite de femmes, si à cette époque-là, j'avais imaginé un jour animer une retraite de femmes, je pense que j'aurais jamais cru, quoi. Enfin, je me serais dit, non, mais c'est une blague. Laissez tomber d'avance, une retraite d'hommes à la limite, mais alors de femmes, non. Et puis, j'ai mis un peu ça de côté, genre, comme si de rien n'était, très douée pour faire ça. Mais aujourd'hui, je le vois pas du tout comme ça. Aujourd'hui, je me dis, en fait, j'ai continué ma vie en portant mon regard sur autre chose, et ça a continué à agir à travers moi, parce que je pars toujours du principe que tous ces cristaux, toutes ces mémoires n'ont pas besoin de notre attention pour faire ce qu'elles ont à faire. Au contraire, c'est-à-dire souvent, c'est ce qui empêche la vie de passer à travers nous, c'est qu'on est tout le temps en train de regarder. Et puis, finalement, un processus s'est mis en route.
sans que je me rende compte. C'est ça qui est dingue. Et en fait, je m'en suis rendu compte quelques années plus tard. Il s'est passé peut-être 2-3 ans quand je suis partie au Pérou et que j'ai rencontré mon conjoint. En fait, oui, mon conjoint n'est pas péruvien, mais au milieu d'une rue, j'ai rencontré un Français, mais vraiment, mais de la rue, hein. Et puis, ce Français est devenu mon conjoint. Et en fait, c'est dans la rencontre avec l'homme, mais alors pas dans son principe masculin, mais juste la figure de l'homme, hein, au niveau purement anatomique, qu'il y a quelque chose qui s'est activé à l'intérieur de moi, mais pareil, hein, envers et contre moi, hein, c'était vraiment bizarre. D'un seul coup, en fait, à la rencontre de cette personne, c'est comme si les choses s'étaient faites par elles-mêmes à travers moi. Pourtant, on n'a rien fait de spécial, hein. Je veux dire, je vais pas rentrer dans les détails, mais on n'a rien fait de spécial. On n'a pas fait de pratique X ou Y pour dire que, non, on a vécu notre vie tranquillement. Et en fait, très rapidement, au bout de 6 mois environ, hein, j'ai commencé à avoir, mais alors c'est bizarre hein, quand je le dis aujourd'hui, hein, mais j'ai commencé, donc j'avais pas de poitrine, hein, toujours pas, hein, parce qu'il y avait toujours ce côté un peu mec, hein. Ma poitrine, elle a explosé. Je me suis retrouvée avec une poitrine, mais je sais pas, je faisais un bonnet A, je me suis retrouvée avec un bonnet C voire D, quoi. Mais vraiment, c'était troublant. Mes cheveux, qui ne poussaient pas à l'époque, et d'ailleurs, tous les coiffeurs m'avaient dit, mais madame, vous avez les cheveux fins, ça poussera jamais. Mes cheveux se sont mis à pousser à une vitesse, ils sont devenus longs, mais vraiment un truc de fou. Mon corps s'est complètement transformé, c'est-à-dire je suis passée d'un corps, j'étais persuadée qu'au niveau anatomique, chacun est calibré sur une certaine anatomie, il y en a qui ont des grosses hanches, des gros os, des petits machins, des petits trucs. Et j'étais persuadée que, moi, étant donné ma généalogie, j'allais toujours rester avec un corps un peu comme ça, c'est-à-dire fin en haut, gros en bas, et puis rétention d'eau, problématique à ce niveau-là. Et puis du jour au lendemain, tout s'est inversé, mon corps s'est transformé. C'est comme si le haut s'était équilibré avec le bas. Il y a une harmonie qui s'est créée dans mon corps, et moi-même aujourd'hui encore, je ne sais toujours pas ce qui s'est produit à ce moment-là, hein. Ça s'est fait tout seul, sans que je change la manière de manger, sans que je change quoi que ce soit. C'est ça qui est perturbant, en fait. Je n'ai rien changé. Voire même, j'ai peut-être plus mangé encore. Enfin, c'est trop bizarre, en fait, quand il pense. J'ai perdu 15 kilos, comme ça, du jour au lendemain. Enfin, pas du jour au lendemain, mais ça s'est fait progressivement sur à peu près 6 mois. Et puis, la pilosité, ça a été surprenant parce que j'avais énormément de poils, hein, quand même, vraiment beaucoup. Et du jour au lendemain, enfin, en 6 mois de temps, 6 mois, 1 an, à peu près le processus, mes poils ont commencé à arrêter de repousser. Et je me suis retrouvée avec une pilosité de femme, quoi, en fait. C'est-à-dire, on va dire à peu près comme tout le monde. Je veux dire, pas à la forêt, mais pas non plus rien. Entre deux. Un truc normal. Mais quand je dis que j'avais des poils, c'était pas genre, c'était pas 3 poils sur, non, c'était vraiment, enfin, les Portugaises à côté, c'est rigolo, quoi, hein. Je veux dire, on n'en était pas là, hein, on en était bien au-delà. Donc, du coup, il y a tout ça qui s'est produit, et là, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Et en fait, je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai laissé faire, et ce processus a continué de lui-même, tout en voyant toutes ces transformations qui étaient à l'œuvre, trop étranges, quoi. Et puis un jour, pas fait comme un autre, est arrivé effectivement par la suite logique de tout ça, hein, l'idée de faire des retraites de femmes, d'accompagner les femmes autour de tout ça. Et c'est comme si en fait, ce qui s'était produit, parce que au-delà de ça, il y a eu aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais beaucoup de dérèglements, de ce dérèglement hormonal a jailli énormément de dérèglements au niveau des menstruations. Donc j'avais des menstruations, laisse tomber l'horreur. Un coup un geyser, un coup rien, un coup 6 mois sans, un coup toutes les semaines. Enfin, c'était complètement irrégulier. Ça faisait mal, je comprenais pas, et c'était horrible. Ça faisait plus mal, ça refaisait mal. Enfin, un truc horrible, quoi. Et puis du jour au lendemain, tout s'est rééquilibré. Les hormones se sont comme recréées, j'en sais rien, je sais pas très bien ce qui s'est produit, hein. Aujourd'hui encore, je suis pas allée voir un médecin pour valider, hein. Mais les règles se sont réharmonisées d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai un cycle parfaitement normal, sans particularité. Enfin, pour quelqu'un qui a vécu pendant des années avec un truc qui était complètement loufoque, ça paraît être un peu étrange d'avoir résolu ce problème sans aucune chimie, sans aucune pratique. D'ailleurs, au passage, je tiens aussi à le dire, parce qu'il n'y a pas eu de pratique, il n'y a pas eu d'outils, il n'y a rien eu du tout, en fait. Voilà. Donc c'est tout ça que j'ai vécu au niveau de ce parcours de femme ou d'énergie du féminin. Et en fait, la dernière étape a été de réconcilier les deux. Alors je dis pas qu'il y a une harmonie totale, hein, ça serait un peu arrogant de dire qu'aujourd'hui je suis totalement équilibrée, autant de féminin que de masculin, je sais pas quoi. Bah non, parce que c'est un jeu d'équilibriste, tout ça, ça change tous les jours. Il y a pas une journée où c'est la même chose. Mais disons qu'il y a eu une réconciliation.
Voilà. Et je me suis rendu compte que le féminin pouvait être au service, en fait, est au service de ce que je fais aujourd'hui. Sans ce féminin, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que toute l'étape que j'incarne aujourd'hui de transmission, d'écoute, tout ça, en fait, c'est des principes féminins, c'est des qualités du féminin. Avoir la capacité de se mettre à la place d'autrui, avoir la capacité d'interagir avec autrui sans agressivité, avec douceur, avec bienveillance. Et en fait, tout ça, c'est ouvert. Et tout ça, en fait, je me suis rendu compte que c'était finalement une pierre manquante depuis le début. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui s'est produit. Waouh! Je suis très touchée, j'ai eu plusieurs fois des larmes aux yeux, j'ai eu des frissons quand tu as parlé de cet endroit où tu as rencontré le yoga thérapeutique. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ce que tu partages ce parcours-là. Et je comprends maintenant pourquoi j'ai eu l'élan de t'inviter, parce que ce que tu partages sur le corps, en fait, qui s'autorégule en présence d'un homme dans un lien amoureux, c'est exactement moi ce que j'ai vécu depuis 1 an. Et je ne sais pas non plus trop expliquer, et je n'ai pas cherché à vraiment expliquer, en dehors que comme toi, mon corps a perdu comme au moins une dizaine de kilos. Alors que pareil, en fait, avant, j'ai fait beaucoup j'ai mis beaucoup d'attention sur quelle alimentation pouvait guérir le dérèglement hormonal, comment le yoga pouvait guérir le dérèglement hormonal. Bien sûr que ça aidait. Oui. En réalité, je pense que ce qui a le plus aidé, c'est certainement la présence énergétique de la polarité masculine qui fait qu'en fait, moi, je ressens ça comme ça. Du coup, le corps, il se remet plus dans son harmonie parce que autour de lui, il y a une nouvelle énergie et donc il s'équilibre en fonction de son environnement. Et puis je me dis peut-être que c'est juste en fait l'énergie d'amour en fait qui guérit. On ouvre son cœur et on est prêt à recevoir l'amour, et du coup on le reçoit, et c'est cette énergie-là qui rééquilibre les choses sans qu'on fasse rien de particulier. Parce que comme toi, en plus, moi, cette période-là, ça a été aussi une période où j'ai un peu moins pratiqué le yoga. J'ai vraiment pas mis l'attention comme toi sur quelconque pratique, et les choses se sont juste guéries par elles-mêmes, sans rien faire, alors qu'avant, il y avait eu comme presque 10 ans de chercher les réponses, chercher quelque chose, chercher... Donc, certainement que comme toi, en fait, je pense qu'il y avait aussi un moment où il y a eu des fondations favorables pour le corps, tu vois, avec le yoga, avec la présence, avec l'écoute de soi, les sensations, les émotions. Et en même temps, la guérison ne s'est pas faite dans cette espèce de besoin, de réponse, de guérir tout de suite, etc., etc. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que en fait, c'est féminin, ce lâcher prise de complètement. Je cherche plus à obtenir toutes les réponses, à recevoir l'aide de tout un chacun. J'accepte la vie comme elle est, et je sais que ça fait aussi beaucoup partie de ce que tu transmets, une forme d'acceptation de l'expérience de la vie. Et oui, en fait, derrière, ça a été un immense cadeau, parce que derrière, ça a été le déclic sur tout le reste. Parce qu'il y avait énormément de problématiques chez moi. Il y en a toujours, hein, c'est pas le sujet. Comme tout le monde, on est tous en chemin. Il y a pas de débat là-dessus. Mais évidemment, au début, on cherche des solutions quand on n'est pas bien. Et puis on se dit, mais d'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis qu'est-ce que ça cherche à m'enseigner? Et puis pourquoi? Et puis nan. Puis on cherche des solutions pour que ça s'arrête. Et en fait, à travers cette expérience, je me suis rendu compte que des choses pouvaient se guérir à travers moi sans moi. Et là, ça m'a fait bizarre. Et quand je parle de moi, ça a été tout le cursus qui s'est ouvert derrière. Je me suis dit, mais alors, si ça peut se guérir sans mon intervention, je me suis peut-être trompée sur qui est moi, très clairement. Et ça, bien sûr, derrière, il y a un enseignement énorme qui est apparu, parce que, je veux dire, c'est perturbant. Pour un esprit, en fait, en plus très rationnel. Faut savoir qu'à la base, j'ai un esprit très rationnel. Je ne suis absolument pas, je me reconnais d'ailleurs toujours pas dans le champ spirituel. Pour moi, la spiritualité, c'est la vie, et la vie dans son ensemble, avec la matière et avec ce qu'il y a un peu plus de subtil, mais ça englobe tout. Et du coup, pour un esprit très scientifique à l'époque, je ne pouvais pas expliquer ce qui s'était produit. Et donc, ça m'a laissé un peu un espèce de truc du genre, oh là là, bon, soit je mets ça de côté et je fais comme si de rien n'était, soit je plonge dedans. Et donc, moi, j'ai plongé dedans. J'ai plongé dedans, je me suis dit, je peux pas rester, parce qu'en plus, bon, là, on parle du féminin, mais cette expérience-là s'était déjà produite plusieurs fois en arrière sur d'autres thématiques de ma vie. Mais j'avais pas voulu plonger dedans. Et j'étais pas prête à voir ça, parce qu'évidemment, quand on plonge là-dedans, on plonge au cœur d'un truc qui remet tout en question. Donc, c'est un parcours
on peut pas y aller forcément tout de suite maintenant. Il y a des moments où on recule parce qu'on n'est pas sûr. Et à ce moment-là précis, je me suis dit, c'est le bon moment, surtout que j'avais quelqu'un avec moi. Donc le fait d'être seule, il y a des fois, ça peut faire un peu peur. Mais là, le fait d'être deux, le fait d'être ensemble, je me suis dit, mais c'est le moment d'y aller, en fait. Et derrière, effectivement, tout ça a ouvert un champ qui a changé ma vie, en fait. D'une expérience aussi banale, finalement, il s'est produit. Et puis, quand même, je me suis c'est pas que je me suis renseignée, mais c'est que suite à ça, j'ai quand même des informations qui sont venues. On m'a parlé d'épigénétique, on m'a parlé de plasticité cérébrale, on m'a parlé de beaucoup de choses au niveau purement anatomique et finalement un peu des recherches aussi qui sont en cours avec, aujourd'hui on sait, il y a la possibilité quand même de modifier la substance de certains gènes, il y a la possibilité de modifier aussi la substance cérébrale. Donc c'est comme si j'ai réalisé en fait que on avait l'impression d'être conditionné par des problématiques, mais que toutes ces problématiques, même si elles sont un héritage familial, parce qu'en plus moi c'était le cas, il y avait une généalogie particulière au niveau des femmes, j'avais du coup l'impression de subir ça et de me dire oui mais c'est ma généalogie, du coup c'est dans mes gènes, je l'ai hérité de ma généalogie et puis je vais porter ça toute ma vie. Et en fait tout ça a volé en éclats. Et je me suis rendu compte que en fait c'était une histoire qu'on se racontait, qui était belle, certes, sympa et tout, mais qu'en fait c'était pas vrai. C'était pas forcément vrai. Ça peut être vrai, mais ça peut aussi ne pas être vrai. En fait, on peut tout reprogrammer. Exactement. Et là, ça m'a ouvert un truc. Je me rappelle, j'ai eu cette sensation de grand vide. Et je me suis dit, non, mais là, je plonge dans un truc où c'est infini, du coup. Où on peut créer à volonté, où en fait, on peut matérialiser tout ce qu'on veut, où en fait, et puis là, il est arrivé un truc, genre, je me suis dit, non, c'est pas possible. Si, en fait. Ouais, donc ça m'a beaucoup bouleversée quand même. Est-ce que tu dirais que du coup ça t'a comme reconnecté au jeu de la vie? Parce que c'est ça qui me vient du coup quand je t'écoute, quand tu t'es comme libéré du jeu qui cherchait à avoir les réponses, le jeu je suis quoi. Mais ça t'a ouvert le champ vers le jeu de la vie qui va au-delà en fait en termes de pouvoir créateur ou en tout cas d'expérience de vie. Je dirais que ça m'a tellement remuée que je me suis remise en question. Je me suis remise en question et j'ai comme fait une incursion dans un endroit que je ne connaissais pas alors. Aujourd'hui, je le connais cet endroit, mais à l'époque, je le connaissais pas. J'ai fait une incursion dans la présence, en fait. Et ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait très bizarre. Je me suis rendu compte que finalement, la plus grande des peurs que j'avais depuis le début, c'était d'être présente. Parce qu'en fait, quand on est présent, c'est vide et c'est plein en même temps. Et c'est particulier quand même comme état. C'est un état où il n'y a plus rien à guérir. Donc c'est quand toute ta vie en fait, parce que moi ce problème du féminin, c'était l'excuse que je m'étais trouvée pour pas être bien sur Terre aussi. Ça faisait partie des excuses, il y en avait d'autres. Il y avait le rejet, l'humiliation, enfin bon, il y avait un milliard de blessures. Mais toutes ces excuses, entre autres féminines, c'était une excuse que je m'étais trouvée pour valider le fait que j'étais une pauvre petite âme en souffrance sur une planète où les gens ne voulaient pas de moi. Et en fait, quand je me suis rendu compte que tout ça, c'était une histoire que je m'étais racontée et que tout ça pouvait voler en éclats, mais en une microseconde, qui dure une éternité, en fait, ça m'a fait bizarre. Et là, je me suis dit, ça a été une claque monstrueuse, parce que derrière, ça change toute ta vie. Il y a plus de problème à résoudre. Même si en apparence, il y a des problèmes, c'est pas nié. Aujourd'hui encore, j'ai des soucis dans ma vie. Et il y a des gens qui meurent autour de moi, il y a des problématiques sociétales, moi j'ai des problèmes parfois de santé. Évidemment que j'ai des problèmes comme tout le monde. Mais c'est comme si, ce problème n'en est pas vraiment un. Mais c'est difficile à expliquer ça avec des mots. C'est comme si cette incursion, elle avait changé la totalité, en fait. Je peux pas l'exprimer avec des mots, mais c'est comme s'il y avait plus cette envie, aujourd'hui, de résoudre quelque chose. Comme s'il y avait la conscience que, en fait, il n'y a rien à résoudre. Même si, en apparence, il y a un problème. Merci. C'est un peu philosophique. Oui. Pour que les gens, peut-être, puissent un peu mieux appréhender, est-ce que tu arriverais à mettre des mots sur cette notion de présence ? Est-ce que tu te sens connecté à quelque chose de plus grand que toi ou c'est en toi et en même temps j'imagine que c'est les deux, mais est-ce que tu arrives un peu à décrire peut-être ce que tu ressens ou en fait, quoi tu te connectes? Cet espace, il est à l'intérieur de chaque être. Ça, c'est déjà très important. C'est ce qu'on est véritablement avant d'être l'identité, la personnalité et toute cette imagerie qu'on s'est créée. On est autre chose qui goûte à tout cela. Donc, on pourrait dire que la présence, c'est comme le contenant qui permet à toutes nos expériences d'être contenues.
Donc, on pourrait dire que toutes les expériences qu'on fait sont contenues dans quelque chose qui permet à tout cela de se produire. Ben, la présence, c'est ce contenant. Et en fait, quand on chemine vers ce contenant, on se rend compte que tout ce qui est à l'intérieur, si c'est là, c'est que ça a besoin d'être goûté, ça a besoin d'être vécu, ça a besoin d'être touché, ça a besoin d'être expérimenté. Mais que la seule chose dont ça n'a pas besoin, c'est d'être changé. Parce qu'en fait, l'espace à l'intérieur de nous qui veut changer quelque chose est lui-même contenu à l'intérieur. Alors que quand on chemine vers ce contenant, vers ce vase universel qui contient le tout, on se rend compte que ce vase est en capacité de goûter à tout. Et en fait, quand on arrive tranquillement par l'expérience, à des moments dans notre vie où on voit que l'on ne peut plus rien changer, c'est souvent comme ça qu'on bascule. Je pense que ceux qui nous écouteront ont déjà fait cette expérience dans leur vie. Il y a forcément eu des moments dans votre vie où il y a eu des difficultés rencontrées, des obstacles, des moments où vous n'avez rien pu faire pour changer quoi que ce soit. C'est par exemple le décès d'un proche. On peut rien y faire. C'est ainsi. Par exemple, une maladie qui nous arrive et qui malheureusement n'a pas de traitement. Ou par exemple, j'avais encore en retraite, j'ai des personnes qui sont paraplégiques, par exemple. Est-ce qu'on peut changer ça ? Bah non. Et en fait, depuis cet espace qui se rend compte qu'il ne peut plus changer, eh ben il y a comme un truc qui s'ouvre. Moi, ces problématiques de femmes, c'est pas que je m'étais rendu compte que je pouvais plus rien changer, mais c'est que j'essayais même plus. Parce que je m'étais dit, bah, c'est ma généalogie, c'est mon karma. Je m'étais dit, bah voilà, c'est comme ça. C'est génétique, bah, puisque c'est génétique, ben, c'est comme ça. Et ben, finalement, le fait de ne plus vouloir changer cette chose, bah, m'a ouvert les portes de la présence. Parce que la présence, c'est un espace depuis lequel on ne cherche plus à changer les choses. Et en fait, quand on est dans cet espace, bah, on se rend compte que tout cela existe, que tout cela est permis, que tout cela est autorisé, mais qu'au cœur de toutes ces expériences, même inconfortables soient-elles, on peut y trouver un espace intérieur qui n'est pas aspiré par cet inconfort. On peut tout à fait, je pense que tout le monde a déjà fait cette expérience-là, on peut tout à fait être en train de goûter à quelque chose tout en pensant à un autre truc. On peut très bien être en train de m'écouter ici et en même temps penser à sa liste de courses. Donc on est bien capable de faire deux choses en même temps. Et si on pouvait, au cœur d'une expérience inconfortable de la vie, par exemple là on parle des thématiques de femmes et des difficultés rencontrées au niveau du principe féminin, bah, si on pouvait goûter à tout cela, tout en se rappelant qu'à l'intérieur il n'y a pas de problème, ça produirait quoi comme effet ? Bah, ça serait ok en fait de vivre ça, il n'y aurait plus besoin de le changer puisqu'à l'intérieur on serait en paix. Bah, l'espace de présence c'est ça, c'est un espace qui est à l'intérieur, et qui n'est pas à l'extérieur, qui ne dépend pas de ce qu'on fait, mais qui dépend plutôt de ce qu'on est en le faisant. Et cet espace, il ne cherche plus à changer quoi que ce soit. Parce que, à quoi bon changer un truc quand au cœur de ce truc, on a trouvé la paix ? Il n'y a plus besoin de changer l'extérieur. Donc, derrière, ça s'est appliqué à tout dans ma vie. Ma blessure de rejet, ma blessure d'humiliation, le problème avec mes parents... je sais pas, le décès de mon père, tout ça en fait, tout ça, ça s'est appliqué là-dessus. À quoi bon vouloir changer l'expérience ? Et jusque quand il va falloir que la vie nous présente des expériences qu'on ne peut pas changer pour réaliser que la clé est en nous et qu'elle n'est pas dans le changement à l'extérieur, mais qu'elle est dans la posture intérieure. Autrement dit, l'espace intérieur depuis lequel on goûte à l'expérience. Je prends toujours cet exemple-là, mais il y a bien sur Terre des personnes soi-disant éveillées qui ont quand même foulé cette terre. Je dis souvent, est-ce que ces personnes n'avaient pas un papa, une maman, des frères et sœurs qui sont décédés ? Bah si. Est-ce que ces personnes n'ont jamais rencontré la maladie ? Bah si. Est-ce que ces personnes n'ont jamais touché à la souffrance ? Bah si, on a un bel exemple quand même en Occident. Il y en a quand même un qui s'est fait crucifier. C'est dans la souffrance ça ou c'est confortable ? Bah oui, c'est dans la souffrance. Mais alors comment ces êtres-là ont réussi à rester éveillés tout en goûtant à une telle atrocité ? Bah parce qu'il y avait un espace à l'intérieur de ces êtres qui ne cherchaient plus à changer les choses. Donc on peut tout à fait être en train de vivre quelque chose à l'extérieur tout en étant à l'intérieur connecté à un autre champ. Il y a bien une différence entre la dimension intérieure de notre être et la dimension extérieure, c'est-à-dire la projection de l'intérieur sur l'extérieur. Et ce que l'extérieur nous révèle au sujet de notre intérieur. Donc ici, c'est tout un bouleversement derrière, mais j'entends que quand on a un problème d'argent, par exemple, bah on a envie de résoudre le problème. Et oui, j'entends.
Et j'entends que les personnes, le dernier réflexe d'une personne qui m'écoute ici va être, bah attends, Charlotte, t'es bien gentille. Moi, j'ai un problème d'argent. Je peux pas payer mes factures à la fin du mois. Et t'es en train de me dire qu'il y a rien à faire? Bah si, je peux travailler plus, je peux ceci, je peux cela, je peux machin, je peux truc. Il y a toujours une solution. Oui. Est-ce que cela est une solution durable? Est-ce que cela résout le problème en profondeur? Voici les questions que j'aime toujours poser aux personnes. Est-ce que ça résout le problème en profondeur? Est-ce que c'est durable ou est-ce que ça revient? Est-ce que c'est permanent ou est-ce que c'est impermanent? L'impermanence, c'est à l'extérieur. La permanence, c'est en soi. Donc, trouve l'espace de permanence en toi et tu pourras goûter à toutes les expériences impermanentes tout en restant au cœur de la permanence. Et voilà. Et là, je viens de faire un cours très philosophique et très théorique sur qu'est-ce que la présence. Merci. Moi, en tout cas, ça m'a apporté beaucoup de paix. Tu vois, je me suis dit, ah ouais, mais c'est vrai, par rapport à toutes ces petites choses où on voit les choses comme un problème. Moi, j'essaye à chaque fois de me dire, bon, c'est à la vie de résoudre les problèmes et c'est pas à moi de le faire. C'est ça. Et je trouve qu'encore cette posture de complète présence, d'acceptation, elle va encore un peu au-delà, tu vois, parce qu'en fait, elle voit les choses comme s'il n'y avait pas de problème, en fait. Enfin, elle reconnaît qu'il y a un problème, mais il est à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est une complète acceptation de ce qui est. Et ça apporte beaucoup de paix, en fait. C'est une paix profonde. Merci de ce partage. Et ce qui me venait en t'écoutant, c'est est-ce que du coup, cet espace de présence, tu cherches à entretenir une connexion avec lui au quotidien, ou en fait, il vient quand il vient, en fait, quand la vie te traverse, ou tu utilises des choses comme ce que tu transmets en retraite pour comme créer une connexion à cette présence. Alors, déjà, la première chose qui me vient quand même, c'est qu'on parle de la présence ici. Et la présence, en fait, c'est un principe féminin. En fait, la porte d'accès, c'est pas que c'est un principe féminin, la porte d'accès vers la présence passe par le principe féminin. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de femmes dans toutes ces retraites, il y a énormément de femmes, à chaque fois on retrouve beaucoup de femmes, hein. Il y a toujours une différence entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes, parce que la porte d'accès vers cette présence est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur est le principe féminin. Le principe masculin va plutôt nous attirer vers ce qui est à l'extérieur. Et on a besoin des deux, parce qu'on a besoin de concrétiser à l'extérieur, mais on a besoin de concrétiser cet extérieur à partir de nos aspirations intérieures. Donc c'est comme ça qu'on trouve l'équilibre et l'harmonie entre les deux. Et donc ici, je trouve ça assez sympa finalement de parler de la présence, puisqu'on est au cœur du sujet. Et pour répondre à ta question, en fait, je ne cherche rien. Parce que si on cherche, en fait, qui dit chercher, dit extérieur. On peut pas chercher à l'intérieur. À chaque fois qu'il y a une recherche, il y a quelque chose que l'on veut. Dit autrement, il y a quelque chose que l'on veut que nous n'avons pas encore puisqu'on le cherche. Eh bien, si je veux quelque chose qui n'est pas encore présent, je suis déjà en train de résister à la vie. Puisque la vie, si elle m'offre telle expérience dans l'instant, c'est pas pour chercher autre chose. C'est pour goûter à cette expérience-là. Et c'est au cœur de cette expérience que se propose l'information, que se dévoile la présence. Mais elle se dévoile comment ? Elle se dévoile en étant là, tout simplement. Et en arrêtant de vouloir autre chose que ce que la vie nous présente. À chaque fois qu'on a quelque chose qui se présente à nous dans la vie, il y a une forme de programme inconscient qui s'active, qui est plutôt d'ailleurs issu d'un principe masculin, parce que c'est un programme de résistance, c'est un programme plutôt dans l'action. On va créer un barrage à l'information. Alors ça se présente de manière simple, tout le monde le fait de manière inconsciente, c'est-à-dire il m'arrive un truc, tout de suite je vais chercher à comprendre pourquoi il m'est arrivé quelque chose. Mais pourquoi je fais ça en fait ? Pourquoi je cherche à comprendre d'où vient le problème, si ce n'est que pour le résoudre ? Mais si je cherche à résoudre un problème auquel je suis confrontée, je suis déjà en train de vouloir autre chose que ce que la vie me présente. Donc je suis déjà en train d'y résister. Et si je résiste à quelque chose, je suis déjà en train de quitter la présence. Puisque la présence est un état d'être où il n'y a plus de résistance. Donc, quand on cherche à créer les effets de la présence ou à revenir sans cesse à la présence, on est déjà en train de se tirer une balle dans le pied. Alors, c'est toute la complexité, c'est l'intention, mais en même temps, quand on s'attache trop au résultat, on est déjà en train de s'enfermer. Donc, c'est toute la difficulté avec ce principe d'ailleurs féminin, c'est que c'est subtil.
Et c'est pour ça que c'est pas aussi simple que ça en a l'air, parce qu'on pourrait dire oui, bah alors c'est simple, du coup je reviens à la présence, je me détends et puis j'accepte. Oui, mais non, ça serait trop facile. Ça serait trop facile. C'est un peu plus subtil que ça en a l'air. Et c'est bien d'ailleurs pour ça que c'est si complexe à entendre, parce qu'il y a des subtilités dans les subtilités. Et bien sûr, ici, on peut pas dresser toutes les subtilités de ce qu'est tout ça en 30 minutes, évidemment. Mais la seule chose ici sur laquelle je pointe le doigt, c'est simple, c'est à l'instant où je veux autre chose que ce que la vie me présente, je suis en train d'y résister. Et quand j'y résiste, j'ai quitté la présence. Wow, merci beaucoup. Ça résonne avec un enseignement que j'ai reçu en février au Mexique dans une personne qui guide des cercles de chant, mais une personne qui est aussi un enseignant spirituel, et il disait: le monde dans lequel on vit n'a pas besoin d'être changé, il a juste besoin d'être accepté et aimé comme il est. Et je trouve que c'est un peu le même enseignement, mais en fait, par rapport à toute l'expérience de la vie et dans toutes ces dimensions, qu'est la dimension individuelle, la dimension collective, la dimension transpersonnelle. Et oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le principe féminin est très actuel. Parce que c'est une clé de voûte, en fait, pour reconnecter à ça. C'est pas à l'extérieur, donc c'est à l'intérieur. Et qui dit à l'intérieur, dit principe féminin. Et oui. Est-ce que, du coup, en lien avec au-delà de cette acceptation, est-ce que quand tu es dans la présence, cette part de présence, elle est même en amour de l'expérience que le jeu, entre guillemets, vit? Bah, en fait, il n'y a même pas de notion d'amour ou d'aimer ou de pas aimer ou d'ailleurs de capter qu'on y est ou de capter qu'on n'y est pas. Parce qu'en fait, quand on y est, il n'y a rien. Il y a plus rien. Et je dis souvent aux gens, pour savoir, c'est simple, il y a pas de son. Enfin, il y a pas de, c'est silencieux. Il y a pas un truc à l'intérieur de nous qui dit ah ça y est, j'y suis. Ah ça y est, je suis dans l'amour. Ou comme certaines personnes font. C'est très commun dans ce milieu spirituel de dire ah mais moi je leur envoie de l'amour parce que depuis cet espace de présence je peux leur envoyer de l'amour à tous ces gens. Bah non, ça parle hein. Donc si ça parle, c'est que c'est pas la présence. La présence elle parle pas. Donc c'est un état d'être qui est bien au-delà du corps mental. Le corps mental va réceptionner des idées, des pensées, plein de choses très intéressantes, mais cet état d'être, c'est comme si ça, quand on y touche, ça crée comme un stop en fait mental. C'est une interruption dans le flow. Mais ça peut toujours être là, mais c'est tellement en arrière-fond que c'est comme si ça s'entendait plus. C'est comme un bruit de fond, mais très 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 lointain. Et c'est comme s'il y avait autre chose de tellement plus autre qui se plantait là, que tous ces bruits de fond, c'est pas qu'on les entend plus, on les entend toujours, mais ils n'ont plus aucune interférence avec nous. C'est comme si on était dans une maison et il y a des gens qui tapent aux portes, mais c'est comme si le bruit ou sonner à la porte, c'est comme si ce son de sonner à la porte ou de taper à la porte, on l'entend mais tellement loin de nous, tellement à la périphérie, il y a tellement autre chose au centre que c'est comme si ça ne nous dérange plus. Quand on n'est pas présent, quelqu'un sonne à la porte, ça nous énerve. On se dit mais putain, qui est-ce qui vient me faire chier pendant ma séance de méditation? Voilà. Parce qu'en fait, ce bruit, il nous impacte. Mais quand on est dans cet espace de présence, c'est pas qu'il y a plus de bruit, c'est pas qu'il y a plus rien, c'est pas que c'est vide. C'est un vide qui contient le tout, donc qui est plein. Mais il est plein de quoi? Bah, il est plein de tous ces sons, de tout ça, de toutes ces informations. Mais ces informations, c'est comme si elles étaient remises à la périphérie. Mais naturellement, il n'y a pas besoin de se dire « Ah bah cela ne m'impacte plus ». Bah non, c'est juste ça n'impacte plus. Mais il n'y a pas de réflexion autour de ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'observation non plus. Parce que souvent les gens me disent « Oui, mais moi je m'observe ». Bah alors, qui est je et qui observe? Qui est je qui observe qui? Dans l'espace de la présence, il n'y a pas de je qui observe quelqu'un. C'est ça observe. Et c'est pas quelque chose de mental. C'est quelque chose au-delà du mental qui ne peut pas s'expliquer du coup avec des mots, puisque les mots sont issus du mental. C'est un état d'être. Waouh, merci. C'est une forme du coup de neutralité en fait aussi dans cet espace. Tout devient neutre, profondément neutre. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a pas de, ça n'existe pas en fait. Et du coup, il n'y a rien à changer puisqu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Parce que, attention, l'identification, c'est aussi à tout ce qui va bien. Une fois qu'on a résolu, regarde, avec cette expérience où j'ai soi-disant résolu un problème, bah, je pourrais m'identifier au fait d'avoir résolu le problème. Et au fait de « Waouh, c'est génial, tu vois, je suis super, etc. » Donc, on s'identifie aussi bien à tout ce qui va mal que à tout ce qui va bien.
Dans l'espace de présence, il y a pas de bien, il y a pas de mal. Il y a juste ce qu'il y a, mais sans attribut derrière. C'est point. Et c'est pas chiant, hein, parce que souvent quand je dis ça, les gens me disent mais ça doit être chiant du coup. Mais non, c'est pas chiant. C'est pas chiant du tout. Mais ça doit être plat, ça doit être ennuyant. Non, c'est pas ennuyant, c'est pas plat, c'est rempli d'énergie. C'est palpitant, mais ça se vit avant de se penser. Donc c'est vraiment la vie au sens pur du terme. C'est comme d'un seul coup reconnecter avec ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire énergie avant d'être forme. Donc c'est une expérience que de plus en plus d'êtres vivent en ce moment sur Terre de toute façon, sans pouvoir forcément l'expliquer, sans pouvoir forcément exprimer ça avec des mots, parce que c'est difficile de le retranscrire, puisque ça se passe sur un plan qui est au-delà des mots. Merci. On aura quand même tenté de transmettre l'énergie, en fait. Je pense aussi à travers ta voix, ton enseignement, les gens auront appréhendé peut-être l'énergie de cette présence. Et ce qui me vient, c'est un peu un point zéro, quoi. Quand on connecte à ça, on revient à une forme de point zéro dans l'expérience de la vie. Super, merci beaucoup. Et merci à toi. J'aurais une dernière question qui est... si justement tu voulais peut-être compléter l'enjeu, d'après toi, de la reconnexion pour tout un chacun, en fait, avec cette part féminine, est-ce que pour toi c'est la présence ou est-ce que c'est autre chose? Quel est l'enjeu au niveau collectif, en fait? Il y a un enjeu sans enjeu. Comment dirais-je? Il y a à la fois, évidemment, on a envie d'aller dans un mouvement collectif et on se dit, allez, c'est le moment. On parle quand même beaucoup de nouveaux mondes, d'avènement d'une nouvelle conscience planétaire. On se dit, allez, on y va, quoi, allez, on y va. Et tout ça, ça passe par la conscience, donc ça passe par un retour à soi, ça passe par une introspection, donc ça passe par le principe féminin. Donc d'un côté, on a envie de tout ça et on se dit, oui, il serait temps. Et puis d'un autre, en fait, il n'y a pas d'enjeu. Oui, parce qu'en fait, il n'y a que ce qui est proposé dans l'instant. Et si ça doit rester encore comme ça quelque temps, c'est ce qui est proposé. Puisque l'intérieur et l'extérieur ne font qu'un. En fait, tant que l'extérieur perdure, c'est qu'à l'intérieur, c'est pas résolu. Donc, l'invitation, c'est de plonger à l'intérieur. Mais de vouloir faire en sorte que les autres plongent à l'intérieur également, ça serait créer à nouveau une résistance. Parce que si les autres, ils ont décidé de faire une autre expérience, si les autres, ils ont décidé de se perdre, c'est ce qui leur est proposé dans l'expérience. Et nous, on est qui pour résister à cela et leur proposer autre chose et leur montrer qu'ils ont tort ou leur montrer qu'ils font fausse direction ou leur montrer que, à nouveau, on résiste. Donc, à nouveau, on a quitté la présence. Donc, comment on peut aider si nous-mêmes, on en est sortis? On peut pas aider. Donc, du coup, ici, tout cela a juste pour but de s'occuper de soi. Et en fait, en s'occupant de soi, on s'occupe des autres. Mais il n'y a rien besoin de faire. Et il n'y a pas de choses à dire, il n'y a pas de paroles à prêcher, il n'y a pas tout ça. Il y a un partage, oui, on peut partager ce qu'on ressent, on peut bien sûr véhiculer des idées, véhiculer des formes d'enseignement, on l'appelle ça comme on veut, on s'en fout, ça veut rien dire. Mais tout ce partage, en apparence avec ces mots, n'a aucune importance, puisque ce qui compte, comme tu le dis si bien, c'est l'énergie qui est sous-jacente. Autrement dit, attache-toi aux mots et puis perds-toi encore un peu, et puis regarde ce qui se passe vraiment et ressens ce qui se passe et puis descends à l'intérieur de toi. Donc on ne peut pas, il n'y a pas d'enjeu, parce que s'il y a un enjeu, ça veut dire qu'il y a encore une résistance. Parce que l'enjeu, ça serait de dire, on aimerait qu'il y ait quelque chose qui advienne qui n'est pas encore là. Il y a un enjeu, il y a quand même quelque chose qu'il faut créer, il y a quand même quelque chose qui doit se passer. Si ça se passe pas, c'est que c'est pas proposé, tout simplement. Donc, plutôt que de se focaliser sur tout ça, on pourrait se dire tout simplement, comment je fais pour revenir à plus de présence? Et partir de l'idée que, au plus moi, je vais descendre dans cet espace, au plus ça va rayonner naturellement. Ce que j'ai vécu avec l'histoire de la femme, là, ici, donc avec la pilosité, etc., ça s'est produit à travers moi, sans que je cherche quoi que ce soit. Ça veut bien dire qu'un être qui est conscient de tout cela à chaque instant et qui est connecté à cette forme d'énergie, c'est cela qu'il permet et autorise aux autres à vivre. Et c'est en cela que les autres se rendent compte par l'expérience. On ne peut pas dire à quelqu'un de faire quelque chose. On ne peut que l'aider, le soutenir dans une expérience qui va lui permettre de se rendre compte par lui-même de ce qu'il est en train de faire, dire ou de ce qu'il doit incarner. C'est le seul ingrédient.
Merci beaucoup. Je pense que ça va apporter aussi beaucoup de paix et beaucoup de recul aux gens. C'est vrai que je trouve encore plus ces dernières années, on a pu avoir tendance à vouloir convaincre Oui, certains, tu vois, depuis l'espace de l'ego. Et en fait, quand on sort de ça, enfin, et c'est ok, hein, on peut aussi, enfin, moi, et je me oui. suis aussi pardonnée d'avoir Moi été aussi, là-dedans à certains moments. moi aussi. Mmh. Et mais quand on revient dans justement cet espace d'acceptation, en fait, voilà, on fait confiance à ce qui est et à l'expérience de chacun. Ça nécessite du détachement. Et en même temps, tout est beaucoup plus juste depuis cet espace parce qu'il n'y a pas, comme tu dis, cette résistance en fait envers les choix de l'autre, les comportements de l'autre, l'expérience de l'autre, ni même ensuite envers la sienne parce qu'en fait, s'il y a une résistance envers l'autre, c'est que d'abord nous on résiste. Donc Et oui, merci. et sincèrement, ça produit vraiment des effets autour de nous. Je citerai un dernier exemple parce que pour moi, il est au cœur de ce principe féminin. Moi, dans ma famille, il y avait une personne qui était atteinte d'endométriose et qui, soi-disant, ne pouvait plus avoir d'enfant. Une jeune femme, hein, de mon âge, une trentaine d'années, et les médecins lui avaient dit: «Bah, tu n'auras plus jamais d'enfant, tu dois te faire opérer, c'est une grave endométriose». Et puis, elle me confie tout ça, à un repas de famille, de Noël, et puis, je ne dis rien. Et puis, elle confie tout ça à mon conjoint et puis mon conjoint lui dit: «Tu sais, dans la vie, i on peut toujours imaginer que c'est possible. Tout est possible». Et rien que le fait d'avoir dit ça, c'est pas ce qui a été dit qui a informé, c'est plutôt l'énergie en le disant. Et ce qui s'est produit derrière, pourtant il y avait pas envie de convaincre, hein, il y avait pas envie de quoi que ce soit, c'était juste: «Bah, et si tout était possible?» Et 10 jours plus tard, elle est tombée enceinte. Et en Mmh. fait, au moment où elle est tombée enceinte, elle s'est rappelée de cet échange. Au moment même où elle a vu le test, elle a vu la tête de mon conjoint lui disant: «Et si tout était possible?» Et à ce moment-là, ça lui est revenu dans la tête, et il y a eu même eu une émotion avec. C'est dire ce que la présence peut faire à travers nous, quand on ne cherche plus à convaincre qui que ce soit. Et donc derrière, elle a accouché, voilà la suite de l'histoire. Donc c'est en cela, en fait, que je me permets de dire ça, c'est parce que je le vis. C'est pas parce que je l'ai lu dans un bouquin, et ça me semble important de le dire aussi. Parce qu'il y a tellement aujourd'hui, de personnes qui prêchent des bonnes paroles, théoriques, et voilà, mais il y a l'expérience aussi. Est-ce que ça se valide dans l'expérience? Est-ce qu'on en fait l'expérience, ou est-ce qu'on se raconte à nouveau une histoire ici? C'est quoi le but, si c'est pour se raconter une nouvelle histoire? Quelles sont les preuves, entre guillemets? Qu'est-ce qui valide ce qu'on est en train de dire? Eh ben, des expériences comme ça, j'en vis tous les jours. Donc, en fait, c'est suite à tout ça que ça m'a amené à dire ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, et pas l'inverse, Mmh. quand même. Merci de ce partage qui est magnifique. Et je pense que ça montre très bien ce que tu dis, qu'en fait, c'est recevoir l'énergie de vie, en fait. C'est juste devenir un vecteur pour l'énergie de vie sans autre artefact ou sans autre intention, en fait, de convaincre ou C'est ça. de nourrir son ego ou quoi que Mmh. ce soit. Mmh. Waouh, merci de ce partage. Et ben écoute, est-ce que tu as envie de partager quelque chose d'autre? Souvent, je propose aux gens de partager soit une invitation, un texte, un chant, une citation, pour clôturer l'épisode. Bah, on pourrait dire une citation que j'aime beaucoup, c'est vraiment, «Peu importe ce que vous faites, ce qui compte, c'est ce que vous êtes en le faisant». Mmh. Voilà, ça pourrait être la conclusion. Oui, tout à fait, je crois. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux peut-être partager où est-ce que c'est plus simple de te suivre? Beaucoup de gens te connaissent via ta chaîne YouTube et donc tu les invites à te rejoindre via ce Carrément. vecteur ou... Ok. Carrément. Donc, Ah non, mais oui, il y a YouTube, enfin bon, il suffit de taper Charlotte Hoffman sur internet pour tomber sur une folie d'informations, qui sont pas toutes vraies au demeurant d'ailleurs au passage, mais bon voilà, c'est la folie de la notoriété, paraît-il. Donc oui, mm, on me retrouve très facilement. super. De toute façon, je mettrai le lien de ta chaîne YouTube dans les show notes de l'épisode, comme ça les gens pourront te suivre rapidement s'ils te découvrent. Sinon, Mmh. voilà, ils pourront juste rester en lien et suivre la suite pour toi de tes invitations et peut-être l'ouverture au public du lieu, Mmh. etc. Je Carrément, le souhaite. avec plaisir. Superbe. Merci beaucoup de ce temps ensemble, de tout cet enseignement très précieux, très profond et en même temps, j'ai trouvé très doux. Et merci aussi de ton partage très vulnérable sur ton expérience. Je sais pas si c'est quelque chose que tu avais déjà partagé. En tout cas, moi,
je découvre plus intimement ton parcours à travers ce temps ensemble. Donc, merci beaucoup aussi de partager ça dans cet espace. Et oui, merci à toi. C'était une première, effectivement. Mais il y a une première à tout. Superbe. Merci beaucoup, Charlotte. Et puis, au plaisir de te recevoir peut-être une prochaine fois. Tu es la bienvenue dans le podcast. Carrément, je te fais des gros bisous. Et je vous fais des bisous à tous. Merci à toi et merci à tous. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode et un grand merci pour ta présence au cœur des possibles. Cet épisode t'a été proposé dans le cadre de la sortie du programme The Blossoming Woman, une initiation au mystère du féminin qui va durer 4 mois, en groupe, entre femmes et en ligne. Si tu ressens l'appel de ce programme, je t'invite à rejoindre le défi offert de 7 jours, The Blossoming Woman, le challenge. Tu peux cliquer sur le lien dans la description de cet épisode et rejoindre les 37 femmes qui sont déjà dans ce groupe pour recevoir une initiation chaque jour pendant 1 semaine et incarner, ancrer l'énergie de la femme radiante, libre et souveraine en toi. À très vite dans ce groupe et à très bientôt pour un prochain épisode.